Ma femme m'a humilié publiquement sur TikTok, me traitant d'homme le plus hideux avec qui elle ait jamais été avant de me larguer. Du coup, j'ai disparu sans un mot. Ce matin, après avoir ignoré 87 appels manqués, j'ai ouvert ma porte et je l'ai trouvée à genoux, en pleurs. Vous connaissez ce sentiment quand on pense avoir tout compris dans la vie? Quand tout n'est pas parfait, mais que tout est confortable, prévisible et sûr. Ouais. Eh bien, il y a 3 semaines, je vivais dans cette bulle. Et franchement, ça a éclaté. Je m'appelle Rowan, et je pensais avoir une relation solide avec Sienna. On était mariés depuis 3 ans, ensemble depuis 5 ans, et certes, on n'était pas un couple de contes de fées comme dans les films, mais on avait notre rythme de croisière. Le dimanche, c'était pour aller bruncher dans ce petit restaurant de la 5e rue où elle commandait toujours le même toast à l'avocat, et moi, je prenais un burrito bien trop gros pour un être humain normal. Le mardi soir était sacré pour nos binge-watching Netflix. Elle choisissait une émission de télé-réalité qui me faisait mal au cerveau et je souffrais, car la voir rire valait bien la torture. On faisait des virées en voiture avec sa bande, Maya, Jess et Becca, la bruyante, et j'étais le conducteur désigné pendant qu'elle mettait la musique à fond et chantait faux sur la banquette arrière. Zut, Sienna m'a même convaincu de rejoindre son club de lecture, ce qui n'était en fait qu'un prétexte pour une bande de trentenaires à boire du vin et à papoter sur leurs voisins. Ça ne me dérangeait pas, cependant. Ça la rendait heureuse et ça me suffisait. Alors, quand mon téléphone a vibré pendant ma pause déjeuner mardi dernier, j'ai pensé que c'était juste un autre mème de Lucas, ou peut-être de Sienna qui me demandait d'aller chercher du lait en rentrant. J'étais assise dans la salle des professeurs du bureau, en train de manger ma triste salade de bureau et de feuilleter mes emails, quand le message de Lucas est apparu. Juste 4 mots qui allaient complètement me bouleverser. Mec, il faut que tu vois ça. La pièce jointe a mis une éternité à charger sur le Wi-Fi pourri et j'ai failli poser mon téléphone pour retourner au travail. Mon Dieu, j'aurais bien aimé. Mais la curiosité a tué le chat, pas vrai? Ou dans ce cas, la curiosité a tué mon mariage. C'était une vidéo TikTok. La miniature montrait Sienna dans un bar sur un toit que je ne connaissais pas. Le vent soufflait dans ses cheveux, ce magnifique sourire dont j'étais tombé amoureux plaqué sur son visage. Elle était avec ses suspectes habituels, Maya et Jess à ses côtés comme des gardes du corps. Un verre à la main, les lumières de la ville scintillant derrière elle comme un filtre Instagram qui prend vie. J'ai appuyé sur lecture, m'attendant à la voir faire une de ces danses idiotes qu'elle essayait toujours de m'apprendre dans notre cuisine. Vous savez, le genre de contenu innocent qui vous fait sourire et penser que c'est ma nana. Mais ce n'était pas ça. Loin de là. Quelqu'un hors champ ressemblait à la voix de Becca. A posé la question qui allait me hanter pendant des semaines. Bon, Sienna, note ton mari sur une échelle de 1 à 10. Je me suis penché en avant, un sourire à moitié amusé, m'attendant à ce qu'elle soit gentille. Peut-être un 7 ou un 8. Fais une blague sur le fait que j'ai laissé mes chaussettes par terre dans la chambre, ou quelque chose d'inoffensif comme ça. Les couples se taquinent, non? C'est normal. Mais elle a ri. Et ce n'était pas le rire que je connaissais. Celui qui jaillissait quand je faisais une bêtise ou quand on regardait de vieilles comédies ensemble. Celui-là était différent, plus acerbe, plus méchant, comme si elle me racontait une blague secrète dont je n'étais pas fan. Rowan, a-t-elle dit, et mon nom sonnait bizarrement dans sa bouche, comme si elle parlait d'un inconnu. Honnêtement, probablement l'homme le plus hideux avec qui j'ai jamais été. Émotionnellement aussi. Juste gênant. Le monde s'est arrêté. Je jure devant Dieu, tout s'est figé. Le bourdonnement de la climatisation du bureau, le cliquetis des claviers, le bruit lointain de la circulation dehors. Tout s'est évanoui dans un silence assourdissant. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait serré le cœur d'un poing. Mais elle n'avait pas fini. Bien sûr qu'elle n'avait pas fini. Mais il s'occupe de mes impôts, alors je les gardais. Ajouta-t-elle avec un haussement d'épaule, et ses amis éclatèrent de rire. Ce gloussement de hyène qui me donnait la chair de poule. Maya faillit renverser son verre, et Jess s'était pliée en deux comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. J'étais assise là, dans cette salle des professeurs éclairée au néon, baignée par l'odeur des restes réchauffés et du café brûlé, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone tandis que la vidéo revenait au début. L'homme le plus hideux, émotionnellement hideux, embarrassant. Les mots rebondissaient dans mon crâne comme des billes de flipper, chaque impact laissant un nouveau bleu. Mes mains tremblaient vraiment. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre avait entendu,
mais mes collègues étaient tous plongés dans leurs petits univers, mâchant leur déjeuner et naviguant sur leur téléphone, complètement inconscients que ma réalité venait d'imploser. Je les regardais encore et encore, espérant avoir mal entendu, peut-être que le son était déformé, peut-être que c'était une blague cruelle ou un malentendu. Mais non, il y avait bien ma femme depuis 3 ans, celle qui m'avait promis de m'aimer et de m'honorer, qui me détruisait nonchalamment pour le plaisir sous les encouragements de ses amis. Le pire, c'était à quel point cela semblait naturel. Pas comme si elle était sous pression ou mise sur la sellette. Elle l'a dit comme si elle y pensait depuis un moment, comme si c'était un fait que tout le monde savait déjà. Comme si j'étais la chute d'une blague dont j'ignorais même l'existence. J'ai senti ma poitrine se creuser comme si on m'avait creusé le ventre avec une cuillère. 3 ans de mariage, 5 ans ensemble, et voilà ce qu'elle pensait vraiment de moi, que j'étais hideux et gênant, que je ne valais la peine d'être gardé que pour la période des impôts. La vidéo avait 847 j'aime, et ça grimpait. Les commentaires affluaient déjà. Émoji rieur, réponse de reines sauvages, gens taguant leurs amis. Mon humiliation devenait virale en temps réel. J'ai fermé l'application et je suis resté assis là, à regarder mon reflet dans l'écran noir de mon téléphone. Le même visage que j'avais vu dans le miroir le matin même quand je l'avais embrassé pour lui dire au revoir. Le même type qui pensait aller travailler dans un mariage solide. En fait, je ne savais rien de Jacques. Je n'ai pas répondu au message de Lucas. Bon sang, je n'ai rien répondu du reste d'eux. Texto de Lucas. On boit ce soir. Mina veut des nouvelles de son nouveau boulot. Un autre d'Adriel. Un cours de guitare à 15h, c'est ça? Je veux t'entendre jouer ce morceau que tu répètes. Un autre de ma mère. Tellement fier de toi, ma puce. Dimanche midi. Un rappel sur mon agenda, j'ai rendez-vous randonnée demain matin avec un groupe trouvé en ligne. Toutes ces relations, tous ces projets, toutes ces personnes qui me voient comme je suis en fait au lieu d'une version décevante de qui ils souhaitent pouvoir être. Jamais, je ne suis pas invisible. Je ne suis pas hideux. Je ne suis pas le prix de consolation ou le service de préparation des revenus de quelqu'un. Je suis juste moi, et c'est plus que suffisant. Il y a 40 jours, je pensais que ma vie était terminée. Je pensais que j'avais perdu tout ce qui comptait, que je devrais recommencer à zéro et me reconstruire en quelque sorte à quelqu'un digne d'amour et de respect. Il s'avère que je n'avais pas besoin de me reconstruire du tout. J'avais juste besoin d'arrêter de laisser quelqu'un d'autre me démolir. Sienna pensait qu'elle mettait fin à mon histoire quand elle m'a humilié sur ce toit. Mais vraiment, elle arrivait à la bonne partie. La partie où je me rends compte que je suis le protagoniste de ma propre vie, pas un personnage de soutien dans le sien. Et ce protagoniste, il a des plans, grands. Le genre qui ne nécessite pas l'approbation ou l'autorisation de quelqu'un d'autre. Le genre qui commence par un lever de soleil et une tasse de café et la certitude absolue que quoi que ce soit ensuite, je peux le gérer parce que je ne suis plus le sien. Je suis à moi. La journée. Je suis resté assis dans la salle des professeurs jusqu'à la fin de ma pause, puis je suis retourné à mon bureau comme une sorte de zombie. Mes collègues ont probablement pensé que j'étais en train de contracter une maladie. Je devais avoir l'air d'un mort-vivant. L'après-midi a traîné en longueur. Chaque email que j'essayais de lire se confondait en mots insignifiants. Chaque appel me donnait l'impression d'être adressé à quelqu'un d'autre. Je repensais sans cesse à ce rire, à cette cruauté désinvolte dans sa voix, à la façon dont elle prononçait mon nom comme si c'était un goût amer. L'homme le plus hideux avec qui j'ai jamais été. Les mots restaient gravés dans ma tête comme un disque rayé. Vers 16h, mon téléphone s'est mis à vibrer. SMS après SMS, notification après notification. La vidéo se propageait à toute vitesse. Je voyais le nombre grimper à chaque fois que je jetais un coup d'œil à mon écran par inadvertance. 1200 likes, 1800 cents, 2500 cents. Les gens la partageaient, la commentaient, inventaient probablement des mèmes sur mon malheur. J'aurais dû être en colère. Une partie de moi voulait quitter le bureau en trombe, rentrer chez moi en voiture et exiger des explications, lui crier dessus, lui balancer quelque chose, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais. Mais surtout, je me sentais vide, comme si on m'avait vidé de mes entrailles et n'avait laissé que cette coquille vide posée à un bureau, faisant semblant de travailler. À 17h30 enfin, j'ai emballé mes affaires avec la même précision mécanique que chaque jour. Ordinateur portable dans le sac, tasse à café rincée au lavabo de la salle de pause, veste sur le dossier de ma chaise. La même routine que j'avais déjà faite 1000 fois,
sauf que cette fois, je savais que je ne retrouverais pas la vie que je croyais avoir. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking pendant une vingtaine de minutes, les yeux rivés sur le volant. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer de messages. Lucas me demandait si j'allais bien, mon cousin Danny m'envoyait un emoji qui pleure de rire. Même mon ancien camarade de lycée, Brent, me tendait la main pour me dire « Dis-moi, ça va ?» J'ai retourné le téléphone et démarré. Le trajet du retour était surréaliste. Chaque feu rouge, chaque virage familier, chaque point de repère qui signifiait généralement que j'étais presque de retour dans mon espace sûr. Tout me semblait étranger maintenant, comme si je traversais un décor de film de ma propre vie. Le café où nous avions eu notre premier rendez-vous avait changé. Le parc où nous promenions le chien de nos voisins quand ils étaient en déplacement semblait plus petit, plus triste, d'une certaine manière. Je me suis garé dans notre allée, la mienne, je suppose, et j'ai vu que la voiture de Sienna n'était pas encore là. Elle était probablement encore sortie avec Maya et Jess, peut-être en train de se plaindre du raté de son mari. Cette pensée m'a retourné l'estomac. Je me suis approché de notre porte d'entrée, clé en main, et je me suis arrêté. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas entrer dans cette maison et faire comme si tout était normal. Je ne pouvais pas m'asseoir sur notre canapé et discuter de nos journées tout en sachant ce qu'elle pensait vraiment de moi. Je ne pouvais pas lui dire bonne nuit en sachant qu'elle me trouvait émotionnellement hideux. Alors, je ne l'ai pas fait. Je suis remonté dans ma voiture et je suis allé à la station-service la plus proche. J'ai acheté un sac de sport, un de ces sacs en toile bon marché qui sentaient les produits chimiques industriels. Je l'ai rempli d'une brosse à dents, d'un déodorant, de 2 barres protéinées et d'un chargeur de téléphone. Le vendeur, un gamin avec des tatouages sur le visage et des jauges dans les oreilles, m'a lancé un regard bizarre, mais n'a rien dit. Il a probablement cru que je traversais une sorte de crise de la quarantaine. Le Sunset Motel, sur la route 9, n'était pas exactement le Ritz, mais il était anonyme et acceptait les espèces. J'ai signé la caisse sous un faux nom, David Miller, car l'idée que quelqu'un puisse me lier à cette vidéo virale me rendait malade. La chambre sentait la cigarette et le désodorisant industriel, mais il y avait un lit et une porte verrouillée, et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai complètement éteint mon téléphone. Pas en mode silencieux, pas en mode avion, complètement éteint. Ce silence soudain était presque perturbant après des heures de bourdonnement et de bips incessants. Aucune notification, aucun appel, aucune trace du monde extérieur. Cette première nuit a été la plus longue de ma vie. J'étais allongé sur la couette rugueuse, toujours en tenue de travail, les yeux rivés sur le plafond en pop-corn et le ronronnement de la machine à glaçons dans le couloir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais sa voix. L'homme le plus hideux. Gênant. Je le gardais près de moi. Vers minuit, j'ai rallumé mon téléphone juste assez longtemps pour constater les dégâts. La vidéo avait atteint les 15 000 mentions, j'aime. Il y avait des captures d'écran sur Twitter, des partages sur Instagram, des vidéos de réactions de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Mon humiliation était devenue un divertissement pour des milliers d'inconnus. Sienna m'avait appelé 17 fois et envoyé 32 messages. Je n'en avais lu aucun. J'avais simplement éteint le téléphone et je me suis remise à fixer le plafond. Je ne suis jamais rentré chez moi ce soir-là ni le lendemain. J'avais complètement disparu et, pour la première fois depuis des heures, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. Je me sentais mal. Jeudi matin, je ne pouvais plus supporter une nuit de plus dans cette chambre de motel. Les murs se refermaient et l'odeur de fumée froide commençait à me donner la nausée. De plus, j'étais à court d'argent et l'idée d'utiliser ma carte de crédit me donnait l'impression d'être en feu. J'avais besoin d'un endroit où me cacher, en sécurité, et il n'y avait qu'une seule personne en qui j'avais suffisamment confiance pour l'appeler. Lucas a décroché à la 2e sonnerie. Bon sang, Rowan, où es-tu? J'étais morte d'inquiétude. Je peux dormir chez toi quelques jours? J'ai demandé, à l'endroit au but. Je t'expliquerai quand j'arriverai. Bien sûr, mec. Tu n'as même pas besoin de demander. Tu as toujours le double des clés. Moi, si. Lucas et moi étions proches depuis la fac. Le genre d'amitié où l'on pouvait débarquer à l'improviste et piller nos frigos sans explication. Il vivait dans un appartement entrepôt reconverti en centre-ville avec sa petite amie Mina, une graphiste plus tatouée qu'un marin et dont le rire pouvait emplir une pièce. Quand je me suis pointé à leur porte avec mon minable sac de sport de station-service, Lucas m'a regardé et s'est écarté. Pas de question, pas de drame,
juste une bière fraîche pressée dans ma main et un signe de tête vers la chambre d'amis. Tu ressembles à, a-t-il dit, ce qui était probablement généreux. Va te faire voir, ai-je répondu. Et c'est tout ce que nous avons dit à ce sujet le premier jour. Lucas avait toujours été bon pour ne pas insister. À l'université, quand j'ai traversé une période difficile après la mort de mon père, il vivait dans le même espace que moi, jouant à des jeux vidéo, commandant des pizzas, me laissant digérer ce que j'avais besoin de gérer sans que ça devienne bizarre. C'était exactement la même chose, sauf qu'au lieu de chagrin, je croulais sous l'humiliation et la trahison. Pendant ce temps, mon téléphone devenait complètement fou. Même en mode silencieux, je voyais l'écran s'allumer sans arrêt de l'autre côté de la pièce, comme une sorte de signal d'urgence numérique. Sienna envoyait des SMS sans arrêt. Au début, ces messages étaient décontractés, presque normaux. On dîne ce soir et où es-tu? Comme si elle n'avait peut-être même pas vu la vidéo elle-même. Ou peut-être faisait-elle comme si de rien n'était. Mais au fil des heures, ces messages sont devenus plus frénétiques. Appelle-moi, s'il te plaît. Je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas ton genre. L'ironie ne m'a pas échappé. Maintenant, elle était inquiète. Après avoir révélé au monde entier que j'étais hideux et gênant, le vendredi soir, elle s'était mise à appeler beaucoup. Mon téléphone vibrait avec sa photo de contact. Ce joli selfie que nous avions pris pour notre anniversaire l'année dernière. On riait toutes les deux d'une bêtise que j'avais dite. Le revoir maintenant me serrait la poitrine d'une manière indescriptible. Comment réconcilier la personne sur cette photo avec celle qui vous a traité d'homme le plus hideux avec qui elle ait jamais été? J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, toutes les plateformes où elle aurait pu essayer de me joindre. J'avais l'impression de me couper des morceaux de moi-même, d'effacer 3 ans d'histoire numérique partagée. Mais je ne supportais pas de voir son visage ni d'entendre sa voix. Pas encore. Peut-être jamais. Mais bloquer Sienna n'a pas arrêté les retombées. Sa mère a appelé, douce Madame Patterson, qui me faisait ses fameux cookies aux pépites de chocolat et me posait toujours des questions sur mon travail. J'ai fixé son nom sur mon écran pendant 30 secondes avant de décliner l'appel. Puis sont arrivées sa sœur Amy, sa colocataire de fac Sarah, et même son cousin Brett, à qui j'avais peut-être parlé 5 fois dans ma vie. La nouvelle s'est répandue dans son entourage, et apparemment, j'étais le méchant de ma disparition. Le type qui ne pouvait même pas regarder sa femme en face après une blague idiote. C'est probablement comme ça qu'elle le présentait. Juste une plaisanterie inoffensive que je prenais beaucoup trop au sérieux. La vidéo était devenue virale à ce moment-là. Plus de 50 000 likes, et le nombre grimpait. J'ai fait l'erreur de lire certains commentaires et je l'ai immédiatement regretté. On me traitait de pathétique à mal bêta, en passant par des conseils pour que je prenne un avocat. D'autres défendaient Sienna, disant que j'exagérais pour un sarcasme évident. Certains m'ont même reconnu grâce à ces autres publications et ont commencé à fouiller dans mon historique des réseaux sociaux. J'ai tout supprimé. Facebook, Instagram, LinkedIn, tout a disparu. Si je devais disparaître, autant le faire bien. C'est là que Mina m'a finalement coincé. J'étais assis sur leur canapé dimanche après-midi, les yeux rivés sur la télé sans vraiment la regarder, quand elle est apparue à côté de moi avec 2 tasses de café. « Rowan », a-t-elle dit de sa voix douce mais directe. « Crois-tu qu'elle t'a jamais vraiment respecté ?» La question m'a fait l'effet d'une gifle. J'ai ouvert la bouche pour défendre Sienna machinalement. C'est ce qu'on fait quand on remet en question son conjoint, non? Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, mon esprit s'est mis à repenser à notre relation, à ramasser des morceaux que j'avais manqués ou choisi d'ignorer. 8 jours. C'est le temps que j'ai réussi à rester invisible avant que mon passé ne vienne frapper à ma porte. Littéralement, j'étais chez Lucas et Mina. Je m'habituais petit à petit à exister dans cet étrange limbe où je n'étais ni marié, ni divorcé. Je ne manquais pas, mais je n'étais pas vraiment présent non plus. C'était comme être coincé entre 2 stations de radio, tout en grésillement et en bruit blanc. Mais je commençais à trouver mon rythme, vous voyez? Dormir jusqu'à midi, aider Mina avec ses projets freelance, jouer à des jeux vidéo avec Lucas, commander beaucoup trop de plats chinois à emporter. Ce n'était pas vraiment une vie, mais c'était la mienne. Le problème, c'est que j'avais encore des choses pratiques à régler. Des factures à payer, des documents à signer, du courrier qui s'accumulait probablement sur le comptoir de ma cuisine. J'avais repoussé le moment,
espérant que tout se déroulerait comme prévu. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. Alors, mercredi matin, j'ai décidé de rentrer à l'appartement super tôt, de prendre ce dont j'avais besoin et de partir avant même que Sienna ne se rende compte de mon passage. Cette heure me semblait une valeur sûre. Sienna n'avait jamais été du matin. Bon sang, la faire sortir du lit avant 9 heures le week-end, c'était comme négocier avec un terroriste. Elle dormait profondément. Elle ne m'entendrait probablement même pas aller et venir. Des allers-retours rapides comme une mission ninja. J'ai traversé les rues désertes avec une étrange nostalgie. Il y a quelque chose de différent dans son quartier à l'aube. Tout était calme et paisible, comme si vous le voyiez pour la première fois. L'épicerie où j'achetais mon café du matin venait d'ouvrir. Le propriétaire arrosait le trottoir comme il le faisait tous les jours. Madame Chin, de la maison du coin, promenait déjà son vieux carlin. La vie normale se déroulait autour de moi, tandis que mon monde était encore sens dessus dessous. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis un moment à contempler la maison qui était autrefois mon foyer. Elle paraissait plus petite. Ou peut-être la voyais-je avec un autre regard. Le petit parterre de fleurs que Sienna avait planté au printemps dernier était envahi par la végétation. Des mauvaises herbes perçaient à travers les margousiers dont elle était si fière. La lumière du porche était toujours allumée, ce qui signifiait qu'elle avait probablement oublié de l'éteindre. Certaines choses ne changent jamais. J'ai pris mes clés et j'ai monté les marches. Je répétais mentalement mon plan. Le courrier du comptoir de la cuisine. Des documents importants du bureau. Peut-être quelques vêtements si j'avais le temps. Des allers-retours. Pas de bagages émotionnels. Pas de traîner dans des pièces pleines de souvenirs. Juste les affaires. Mais quand je suis arrivé devant la porte, mes plans ont dérapé. Elle était là, assise sur le pas de la porte, comme un oiseau brisé. Les genoux remontés contre la poitrine, vêtue de ce sweat à capuche Adidas trop grand. Elle me piquait toujours dans mon placard. Mon sweat à capuche, celui qui sentait son parfum et qui, maintenant, sentait probablement juste le chagrin. Elle a relevé la tête en entendant mes pas. Et bon sang, elle avait l'air d'une brute. Du mascara coulait sur ses joues en rivière noire. Les cheveux emmêlés comme si elle avait dormi dehors, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer. Ce n'était pas la femme élégante et sûre d'elle de la vidéo TikTok. C'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir été renversé par un camion. Rowan, halta-t-elle en se relevant si vite qu'elle faillit tomber. Dieu merci, j'ai attendu. Je me suis arrêté net. La clé était à mi-chemin de la serrure. 8 jours à construire des murs émotionnels. 8 jours à me convaincre que j'étais mieux sans elle. Et elle était là, plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue. L'espace d'une fraction de seconde, mon cœur fit un petit bond stupide, comme une réaction de mémoire. C'était ma femme, la femme que j'avais promis d'aimer dans la maladie comme dans la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Mais je me souvins alors de son rire. Ce son cruel, inconnu, lorsqu'elle me traita d'horrible. S'il te plaît, continua-t-elle, la voix brisée. Je ne le pensais pas. J'étais ivre. C'était juste une blague. Ils m'ont forcé à le dire. Je jure devant Dieu, tu dois me croire. Elle tendit la main comme si elle allait me toucher le bras. Dis donc, je t'appelle depuis des jours. Ton téléphone tombe directement sur la messagerie. Je suis allé à ton bureau, mais ils ont dit que tu ne viendrais pas. Je ne savais pas où ailleurs. Elle divaguait maintenant, les mots se bousculant, désespérés. Je t'aime, Rowan. Tu sais que je t'aime. Je ne te ferai jamais de mal intentionnellement. Je restais là, à la fixer, avec l'impression d'assister à toute cette scène depuis l'extérieur de mon corps. Une partie de moi voulait la réconforter, la prendre dans mes bras et faire comme si de rien n'était. C'était l'ancien moi, celui qui essayait toujours d'arranger les choses, qui détestait voir quelqu'un souffrir. Mais il y avait cette nouvelle voix dans ma tête, froide et claire. Elle t'avait traité d'homme le plus hideux avec qui elle ait jamais été. Elle disait que tu étais gênant. Elle disait au monde qu'elle ne te gardait chez elle que pour faire ses impôts. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste contourné comme un meuble. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Mes mains tremblaient, mais je gardais un visage impassible, neutre. J'ai pris le courrier sur le comptoir, les factures, les bric-à-brac, une carte d'anniversaire de ma tante, et je suis retourné vers la porte. Sienna me suivait, toujours en pleurs,
toujours en train de parler. Bébé, s'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. Laisse-moi t'expliquer. Je suis repassé devant elle et suis monté dans ma voiture. Elle m'a suivi jusqu'au parking, pieds nus sur l'asphalte froid, le visage maculé de mascara collé à ma vitre passager tandis que je reculais. Je ne me suis pas retourné. Impossible, sinon je me serais peut-être arrêté. Le trajet de retour chez Lucas fut un véritable tourbillon. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches, et je voyais sans cesse le visage de Sienna dans mon rétroviseur. Ce regard désespéré et brisé alors qu'elle poursuivait ma voiture pieds nus dans la rue. Une partie de moi se sentait comme un monstre de l'avoir laissé pleurer sur l'asphalte. Mais une part plus importante de moi ne ressentait rien, juste cet étrange engourdissement, là où se trouvaient mes émotions. Quand j'ai franchi la porte de Lucas, Mina m'a jeté un coup d'œil et a immédiatement mis la bouilloire à chauffer. Elle avait une façon presque surnaturelle de lire les gens. Probablement due à des années passées à gérer des clients difficiles dans son travail de design. Elle ne posa pas de questions, elle me fit juste asseoir à leur îlot de cuisine pendant qu'elle s'activait à préparer du thé comme si elle accomplissait une sorte de rituel de guérison. Matinée difficile, demanda-t-elle finalement en glissant une tasse fumante sur le comptoir. Je lui racontai tout sur la découverte de Sienna sur le pas de ma porte, son air détruit, les choses qu'elle avait dites, et comment je m'étais éloigné sans dire un mot. Mina écouta sans m'interrompre, hochant parfois la tête ou émettant ses petits « même » qui signifiaient qu'elle réfléchissait. « Tu te sens coupable » demanda-t-elle quand j'eus fini. « Ne devrais-je pas » rétorquai-je. Je veux dire, elle était en train de s'effondrer. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. J'y ai réfléchi une minute. Vraiment réfléchi. Non, je l'avoue. Je ne me sens pas coupable. C'est peut-être sain, dit Mina en serrant sa tasse dans ses mains. Peut-être que ton instinct essaie de te dire quelque chose que ton cœur ne veut pas encore entendre. C'est alors qu'elle suggéra qu'on fasse ce qu'elle appelait une autopsie relationnelle. Ça avait l'air morbide, mais je cherchais désespérément un sens à ce qui était arrivé à mon mariage. Nous nous sommes allongés par terre dans leur salon avec des cahiers et avons commencé à retracer la chronologie de ma relation avec Sienna, à la recherche de schémas que j'aurais pu rater. Ça a commencé de façon assez innocente. Tu te souviens quand elle a dit ça? Et la fois où elle a fait ça? Mais plus on creusait, plus ces petits moments commençaient à se connecter à quelque chose de plus grand et de plus laid. Comme la façon dont Sienna me traitait toujours d'ennuyeuse quand je refusais d'aller à ses fêtes d'amis. Pas de taquinerie, de l'agacement, comme si je gâchais personnellement son plaisir en préférant les soirées tranquilles à la maison. Ou comme elle levait les yeux au ciel quand j'étais excité par le travail, disant des choses comme « Mon Dieu, Rowan, tu es vraiment un nerd », sur ce ton qui me rabaissait. Et les réseaux sociaux, demanda Mina en ouvrant Instagram sur son téléphone. Comment présentait-elle votre relation en ligne? Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Sienna postait toujours des selfies dans le miroir, des photos de nourriture, des soirées entre filles. Mais maintenant que j'y pensais, à quand remonte la dernière fois que j'étais apparu sur l'une d'elles? Elle postait des photos de groupes de nos road trips, mais j'étais toujours recadré ou au fond, à peine visible. Quand elle me publiait, c'était généralement juste ma main tenant son verre ou l'arrière de ma tête. Bon sang, ai-je murmuré en parcourant des mois de ses publications. Regardez-moi ça. C'est comme si je n'existais même. Pamina s'est penchée pour voir quand elle avait posté une photo de couple pour la dernière fois. J'ai continué à faire défiler, remontant toujours plus loin. Notre dîner d'anniversaire en mars. Non, juste une photo de sa tenue. La Saint-Valentin, juste les fleurs que je lui avais achetées. Le matin de Noël, juste elle ouvrait ses cadeaux. Aucun signe du type qui avait passé 3 heures à monter le bureau qu'elle voulait. J'en ai enfin trouvé un doux dernier, il y a presque un an. On était à un barbecue et elle avait attrapé mon téléphone pour prendre un selfie. J'avais l'air heureux, sincèrement heureux, un bras autour de ses épaules, nous rions tous les deux. Mais même sur cette photo, elle s'était positionnée de manière à occuper la majeure partie du cadre. Bon sang, ai-je soufflé. Comment n'ai-je pas remarqué ça? Parce que tu lui faisais confiance, dit Mina doucement. Parce que quand on aime quelqu'un, on suppose qu'il nous aime en retour. On a continué à creuser. Comment elle me présentait toujours à de nouvelles personnes comme étant mon mari Rowan, sur ce ton neutre, presque désolé, comme si elle m'expliquait pourquoi j'étais là. Comment elle corrigeait mes histoires quand je les racontais en soirée,
me faisant paraître moins intéressante ou moins réussie que je ne l'étais en réalité. Comment elle avait toujours un avis sur mes vêtements, ma coupe de cheveux, ma façon de rire trop fort au restaurant. Elle manipulait ton image, observa Minot. Comme si tu étais un projet qu'elle essayait constamment de corriger. Le pire, c'était de me rappeler comment j'avais intériorisé tout ça. J'ai commencé à m'habiller différemment, à parler moins en groupe, à me faire plus petit pour correspondre à la version de moi qu'elle semblait préférer. Je m'étais convaincu d'être attentionné, d'être un bon mari. Mais en réalité, je disparaissais. Puis Mina a lâché la bombe qui a tout changé. Rowan, a-t-elle dit en posant son carnet et en me regardant sérieusement. Et si le TikTok n'était pas une erreur du tout? Et si elle voulait partir mais ne voulait pas être la méchante? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Comment ça? Réfléchis. Elle t'humilie en public, te fait passer pour une pitoyable, puis se fait la victime quand tu pars. Tout le monde la plaint. L'épouse dont le mari ne supportait pas la plaisanterie. Elle sort du mariage sans avoir à demander le divorce. Mon sang se glaçait. Plus j'y réfléchissais, plus c'était logique. Sienna était intelligente, calculatrice. Elle ne ferait jamais une bêtise par accident. 2 semaines après avoir vécu chez Lucas et Mina, j'ai compris que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Ne vous méprenez pas, ils ont été formidables pour me laisser dormir, sans jamais me faire sentir comme un fardeau ni me demander quand je comptais me reprendre. Mais je voyais bien la prudence avec laquelle ils se déplaçaient autour de moi, comme si j'étais en verre et que je risquais de me briser s'ils respiraient trop fort. J'en avais assez d'être brisé. Alors, j'ai décidé de me reconstruire. Pas l'ancien moi. Ce type était clairement un idiot qui avait raté tous les signaux d'alarme, mais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne disparaîtrait pas dans le décor de sa propre vie. La première chose que j'ai faite a été de changer de numéro de téléphone. Je suis allé au magasin Verizon et j'ai pris un nouveau départ. Nouveau numéro, nouveau téléphone, tout a changé. La vendeuse adolescente avec son piercing à la lèvre m'a regardé comme si je fuyais la foule ou quelque chose comme ça. Mais je m'en fichais. J'avais besoin de contrôler qui pouvait me joindre et, pour l'instant, c'était une liste très courte. Lucas a été la première personne à qui j'ai donné le nouveau numéro, évidemment. Ensuite, Mina, ma chef au travail, ne pouvait pas vraiment me faire ghoster indéfiniment. Ma mère, même si je redoutais cette conversation, m'envoyait des SMS à mon ancien numéro depuis des semaines, se demandant probablement pourquoi son fils avait soudainement disparu de la surface de la Terre. Mais Sienna, sa famille, ses amis qui pensaient que tout cela n'était qu'un gros malentendu. Ils n'ont rien eu. Ensuite, il y avait la salle de sport. J'avais laissé mon abonnement expirer des mois auparavant, car Sienna se plaignait toujours que j'y passais trop de temps. Elle disait que c'était égoïste de m'entraîner après le travail au lieu de rentrer directement à la maison. Avec le recul, cela aurait dû être un signal d'alarme, mais j'avais craqué pour elle. Je me suis convaincu qu'être un bon mari impliquait de sacrifier ce que j'aimais. Retourner à Iron Temple Fitness, c'était comme rentrer à la maison. L'odeur familière des tapis en caoutchouc et du désinfectant. Le bruit des poids qui claquaient, l'énergie concentrée des gens qui se dépassaient. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai souscrit à un abonnement d'1 an sur le champ, comme si je faisais une promesse à mon futur moi. Les premiers entraînements ont été difficiles. 3 mois passés assis sur des canapés à manger des plats à emporter avaient réduit mes muscles en bouillie et mon endurance était au plus bas. Mais cette brûlure avait quelque chose de thérapeutique, ce sentiment de réveil après des mois de somnambulisme. Chaque répétition, chaque série, chaque goutte de sueur me prouvait que j'étais toujours là, capable de progresser. Et puis il y avait la certification logicielle que je repoussais depuis des années. La première fois que j'en ai parlé à Sienna, elle avait ri et m'avait dit que c'était un travail inutile et fastidieux qui ne mènerait nulle part. Elle avait cette façon de balayer mes ambitions du revers de la main qui m'a fait douter de moi, me faisant penser qu'elle avait peut-être raison et que je perdais mon temps avec des chimères. Mais ce bruit. Je me suis inscrit au cours en ligne la semaine même et je m'y suis lancé comme si ma vie en dépendait. Il s'avère que lorsqu'on ne se fait pas constamment répéter que ses objectifs sont stupides, c'est incroyable comme on peut être motivé. J'étudiais pendant des heures à la table de la cuisine de Lucas, à résoudre des exercices pratiques et à regarder des tutoriels vidéo, sentant mon cerveau s'étirer comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Le docteur Anna était la suggestion de Mina. Tu devrais parler à quelqu'un de neutre, m'avait-elle dit un soir après m'avoir vu fixer mon ordinateur portable pendant 3 heures sans rien accomplir.
Quelqu'un qui ne s'investit pas dans ton mariage ou ton passé. Juste quelqu'un qui peut t'aider à faire le tri dans tout ce brouhaha. Je n'avais jamais suivi de thérapie auparavant. J'avais toujours pensé que c'était pour les gens qui ont de vrais problèmes, pas pour les hommes dont les femmes se moquaient sur les réseaux sociaux. Mais en m'asseyant pour la première fois dans le cabinet du docteur Annika, cet espace calmé. Bibliothécaire qui sentait la lavande et qui ressemblait à un sanctuaire, j'ai réalisé tout ce que j'avais transporté en moi sans même m'en rendre compte. Parle-moi de toi, Rowan, m'avait-elle dit lors de cette première séance. Pas à propos de ton mariage, pas à propos de ce qui s'est passé, juste à propos de toi. C'était plus dur que prévu. J'avais été en couple pendant si longtemps que j'avais presque oublié que j'étais une personne à part entière. Mais petit à petit, séance après séance, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant de devenir le mari de Sienna. Le gars qui adorait la randonnée, la programmation et les films de science-fiction nuls. Le gars qui faisait rire ses amis, qui avait des opinions et des rêves, et qui n'avait pas peur de prendre la parole. Après 3 semaines de cette nouvelle routine, je me suis senti assez courageux pour publier quelque chose sur les réseaux sociaux. Juste une simple photo de ma randonnée matinale. Rien de spécial, juste moi debout sur ce belvédère avec le lever du soleil sur le visage. Un sourire sincère, sans filtre. J'avais l'air heureux, vraiment heureux. Pas de simulacre de bonheur pour le bien de quelqu'un d'autre. La réaction m'a bluffé. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois ont commencé à commenter et à envoyer des messages. Il a l'air en pleine forme, mec. Où est-ce qu'il s'est caché? Il était temps qu'on retrouve ce sourire. Même des collègues me contactaient pour me dire qu'ils étaient contents de me voir reprendre la route. Mais le commentaire qui m'a le plus touché est venu de mon pote de fac, Mike. Mec, je ne t'ai pas vu aussi détendu depuis des années. Quoi que tu fasses, continue. J'ai scruté ce commentaire pendant un long moment, car il m'a fait réaliser quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je n'étais pas heureuse dans mon mariage. Pas vraiment. J'étais tellement occupé à essayer d'être le mari que Sienna voulait que j'avais complètement perdu de vue la personne que j'étais vraiment. Je me sentais plutôt bien dans ma peau pour la première fois depuis des semaines. La salle de sport fonctionnait, la thérapie m'aidait et je progressais vraiment dans ma certification. J'avais l'impression de sortir enfin la tête de l'eau, tu sais, comme si je pouvais peut-être construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de mon mariage. Puis mon téléphone a vibré, avec un message qui m'a replongé dans le grand bain. Mec, il faut que tu saches quelque chose. C'était de Jonah, entre tous. Jonah Martinez, que je connaissais à peine, si ce n'est qu'il traînait avec l'équipe de Sienna à la fac. On pourrait peut-être. J'ai échangé 50 mots au fil des ans, généralement juste « Salut mec », lors de soirées ou de réunions de groupe. Alors, quand son nom est apparu sur mon écran, mon premier réflexe a été de l'ignorer. Probablement juste une autre personne qui avait vu la vidéo virale et voulait donner son avis non sollicité sur mon mariage. Mais quelque chose dans le ton m'a fait réfléchir. Ce n'était pas une simple prise de nouvelles ni un simple pote qui essayait de me donner des conseils. Ça semblait urgent. J'étais assis dans le salon de Lucas, l'ordinateur ouvert, avec des exercices de codage éparpillés autour de moi quand j'ai ouvert le message. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des captures d'écran, toute une série d'entre elles provenant d'un groupe de discussion que je n'avais jamais vu auparavant. Les participants portaient tous des noms que je reconnaissais. Maya, Jess, Becca et Sienna. L'horodatage indiquait que ces messages dataient de 3 semaines avant le TikTok. 3 semaines. J'ai dû les relire 2 fois avant que mon cerveau ne puisse assimiler ce que je voyais. Maya, alors quand vas-tu enfin le larguer? Tu en parles depuis des mois. Sienna, je sais. Il faut juste que je trouve comment faire croire qu'il m'a largué. Je ne peux pas être la méchante, Jess. Pourquoi est-ce important? Romps avec lui, Sienna. Parce que si je le largue, tout le monde va se demander pourquoi. Sa famille m'aime. Ma famille l'aime. Tous nos amis pensent qu'on est le couple parfait. Il me faut une raison pour passer pour la victime. Becca, ma fille, tu te prends trop la tête. Dis-lui juste que tu n'es pas heureuse, Sienna. Hors de question. Alors j'aurai l'air de la superficielle qui a quitté son gentil mari sans raison. J'ai besoin qu'il fasse quelque chose d'horrible, ou je dois le faire passer suffisamment pour que les gens comprennent pourquoi j'ai dû partir. Maya, et si tu l'embarrassais publiquement, si tu l'humiliais vraiment pour qu'il ne puisse plus se montrer devant notre groupe d'amis? Sienna,
ce n'est pas une si mauvaise idée. Si je le faisais paraître suffisamment pathétique, il disparaîtra probablement tout seul. Jess, fais-le à l'anniversaire de Kelly le week-end prochain. Il y aura plein de monde. Quelqu'un va sûrement enregistrer. Sienna, qu'est-ce que je dirais? Je ne peux pas critiquer mon mari sans raison. Becca, action ou vérité? Jamais. Il y a toujours un jeu où l'on peut accidentellement jeter quelqu'un sous un bus. Maya ou attendre que quelqu'un pose des questions sur sa relation. Ça arrive tout le temps quand les gens sont saouls. Sienna, vous êtes diabolique. J'adore. Si ça marche, je paie les boissons pendant un mois. Je suis restée assise là, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone, à lire et relire ces messages jusqu'à ce que les mots commencent à se confondre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Ce n'était pas une erreur d'ivresse ou un moment d'erreur de jugement. C'était un plan calculé, une conspiration pour me détruire afin qu'elle puisse jouer la victime. Le TikTok n'a pas été filmé à la fête d'anniversaire de Kelly. C'était dans un bar sur un toit le week-end suivant. Mais l'intention était pareille. Elle cherchait le moment idéal pour m'humilier, attendant le bon public et le bon endroit pour exécuter son plan. Et j'y étais allé droit au but comme un agneau à l'abattoir. Il y avait d'autres captures d'écran. Jonah m'avait envoyé toute la conversation, y compris les messages après que la vidéo soit devenue virale. Maya, putain, ça a marché. Rowan a complètement disparu. Sienna, je sais, non. J'avais peur qu'il se défende ou quelque chose comme ça. Jess, les vidéos sont partout. C'est ma cousine de Portland qui me les a envoyées. Sienna, c'est parfait. Maintenant, quand les gens me demandent ce qui s'est passé, je peux juste dire qu'il n'a pas supporté une petite blague et m'a abandonné. Pauvre épouse au cœur brisé dont le mari s'est enfui au lieu de discuter. Becca, tu es un génie. Maléfique, mais génial. Sienna, j'ai appris du meilleur visage qui envoie un baiser. J'allais vomir. En fait, physiquement malade. J'ai titubé jusqu'aux toilettes de Lucas et j'ai eu des hauts-le-cœur dans les toilettes. Pendant 5 minutes. Mon corps tremblait de rage et de dégoût. 3 ans de mariage, et voilà où tout s'est terminé. Je n'étais qu'un inconvénient. Elle avait besoin de régler un problème qui nécessitait une solution stratégique. Quand j'ai enfin réussi à reprendre mon souffle pour retourner à mon téléphone, j'ai reçu un autre message de Jonah. Je suis vraiment désolé, mec. Je savais que quelque chose clochait dans toute cette situation, mais je ne savais pas à quel point c'était grave jusqu'à ce que Becca se soit saoulée hier soir et ait commencé à se vanter du plan. Je pensais que tu méritais de savoir la vérité. J'ai répondu en tapant, les doigts tremblants. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que ce qu'elle a fait était et parce que tu as l'air d'un type bien qui s'est fait avoir par quelqu'un qui joue à des jeux. Personne ne mérite ça. Je suis resté assis au bord de la baignoire de Lucas pendant 1 heure, respirant et essayant de digérer ce que j'avais appris. La femme que j'avais aimée, la femme avec qui j'avais prévu de vieillir, avait passé des semaines à comploter mon humiliation publique comme si c'était un jeu. Elle s'était assise en face de moi au petit déjeuner, m'avait embrassé pour me dire au revoir. Tous les matins, on me posait des questions sur ma journée, tout en planifiant ma destruction. J'ai passé 3 jours à contempler ces captures d'écran, à les relire encore et encore jusqu'à en avoir mémorisé chaque mot. Chaque blague cruelle, chaque coup calculé, chaque instant où ma femme et ses amis ont traité ma destruction comme une sorte de projet de groupe tordu. 3 jours à me sentir complètement idiot, à me demander comment j'avais pu passer à côté de tous les signes que la personne qui dormait à côté de moi chaque nuit complotait activement contre moi. Le pire, ce n'était même pas l'humiliation. C'était de réaliser que tout cela durait depuis des mois. Tu en parles depuis des mois, avait écrit Maya. Des mois pendant lesquels je faisais ses impôts, préparais notre dîner d'anniversaire, économisais pour ses vacances au Costa Rica qu'elle avait évoquées. Elle avait déjà franchi la porte à 3 pas, cherchant comment me faire passer pour le méchant avant de partir. Mais vers le 4e jour, la douleur a commencé à se transformer en autre chose. Quelque chose de plus froid et de plus aigu, comme de la glace se cristallisant dans ma poitrine. Je n'étais plus seulement dévasté. Elle était furieuse. Elle s'était jouée de moi, m'avait manipulé en me faisant croire que j'étais le problème, m'avait fait remettre en question ma propre réalité pendant qu'elle exécutait son plan machiavélique. Et puis elle avait eu le culot de débarquer chez moi en pleurs, implorant son pardon pour ce qu'elle appelait une erreur d'ivresse. Ça. Et elle.
Le docteur Anna m'aurait probablement conseillé de prendre ma colère à bras le corps, de la digérer, peut-être d'écrire une lettre que je n'avais jamais envoyée, mais l'approche thérapeutique saine ne m'intéressait pas pour le moment. Il fallait que je regarde Sienna dans les yeux et lui fasse savoir que je savais. Pas pour tourner la page. De toute façon, tourner la page était surfait. Il s'agissait de m'assurer qu'elle comprenne. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 mois. J'ai débloqué son numéro et lui ai envoyé un SMS. On se parle demain, 15h, Uptown Café. La réponse est arrivée si vite que je me suis demandé si elle avait passé des semaines à fixer son téléphone, à attendre que je la contacte, comme si elle était restée assise là à taper. Rafraîchissez notre fil de conversation toutes les 5 minutes. Oui, merci. Je serai là. Merci. Comme si je lui rendais service en lui donnant l'occasion de me mentir à nouveau. Comme si c'était un cadeau généreux plutôt que ce que c'était en réalité, son évaluation finale. J'ai passé la nuit à planifier précisément comment ça allait se passer, ce que je dirais, comment je le dirais, l'expression que j'aurais en lui montrant les captures d'écran. Je me suis entraîné devant le miroir de la salle de bain de Lucas jusqu'à pouvoir dire mon texte sans trembler, sans laisser transparaître la moindre émotion qu'elle pourrait utiliser contre moi. L'Uptown Café était parfait pour ce que j'avais prévu. Assez public pour qu'elle ne puisse pas faire une scène sans se ridiculiser, mais pas trop bondé pour que nous puissions avoir une conversation privée. De plus, c'était un territoire neutre, un endroit où nous n'avions jamais été ensemble, donc aucun souvenir sentimental ne viendrait obscurcir mon jugement ou me faire perdre patience au moment crucial. Je suis arrivé 20 minutes en avance, j'ai choisi une table au fond, d'où je pouvais voir tout l'endroit, et j'ai commandé un café noir. Un café dont je n'avais pas vraiment envie. Mes mains étaient fermes tandis que je serrais la tasse chaude, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à être nerveuse, peut-être même émotive. Une partie de moi pensait que j'avais encore des sentiments pour elle qui compliqueraient les choses, mais assise là, à l'attendre, je ne ressentais qu'une détermination froide. Elle est entrée à 15h pile. Et bon sang, elle avait vraiment tout donné pour cette performance. Ses cheveux étaient fraîchement coiffés, avec ses douces ondulations effet plage dans lesquelles j'adorais passer mes doigts après 1 heure de coiffage. Un maquillage impeccablement appliqué soulignait ses pommettes et agrandissait ses yeux, plus innocents. Elle portait cette robe d'été bleue à petites fleurs, celle qu'elle avait portée pour notre 2e anniversaire, celle qu'elle savait être ma préférée, car je lui avais répété des dizaines de fois combien elle était belle dedans. Tout était tellement calculé que j'en ai presque ri. Elle jouait encore, essayait encore de me manipuler, même maintenant, même après tout ce qui s'était passé. Je me suis probablement dit que si elle était assez jolie, assez vulnérable, assez nostalgique, j'oublierais pourquoi j'étais en colère et je la reprendrais. Comme un chiot pathétique incapable de rester en colère contre son maître. Elle s'arrêta sur le seuil, scrutant le café jusqu'à ce qu'elle m'aperçoive. Quand nos regards se croisèrent, elle m'adressa ce doux sourire plein d'espoir qui aurait pu fonctionner il y a 1 mois, à l'époque où je la croyais encore capable d'émotions sincères plutôt que de se contenter de jouer la comédie. Elle s'approcha lentement, comme si elle s'approchait d'un animal blessé qui pourrait s'enfuir au moindre mouvement brusque. Elle se glissa sur le siège en face de moi avec une grâce experte, déposant soigneusement son sac à main et croisant les mains sur la table comme si elle posait pour une photo. « Salut », dit-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le même ton qu'elle utilisait pour se sortir d'un mauvais pas, comme lorsqu'elle avait atteint le plafond de sa carte de crédit ou oublié de payer sa facture d'électricité. « Sienna », répondis-je d'une voix parfaitement neutre. Ni chaleur, ni colère, rien qu'elle puisse déchiffrer ou à quoi elle puisse réagir. « Tu as l'air en pleine forme », continua-t-elle, espérant probablement une réponse qui lui donnerait une ouverture. « Vraiment bien. Tu as repris le sport, non ? Je vois bien que ça te va. Toi. » Elle cherchait à m'engager dans une conversation banale pour pouvoir passer à la conversation plus générale. Je l'ai simplement fixée, laissant le silence s'éterniser jusqu'à devenir inconfortable, la regardant jouer avec la bandoulière de son sac à main et jeter des coups d'œil autour du café comme si elle cherchait un renfort ou une échappatoire. « Rohan, je sais que tu es en colère », a-t-elle finalement dit quand il est devenu clair que je n'allais pas lui faciliter la tâche. « Et tu as parfaitement le droit de l'être. Ce que j'ai dit dans cette vidéo était horrible et cruel, et je ne pensais rien de tout ça. Pas un mot. » Sa voix commençait à trembler, pile au fond. J'étais saoulé, les filles étaient horribles, elles m'encourageaient, et j'ai juste dit la première bêtise qui m'est passée par la tête. Tu sais comment je suis quand je bois. Je dis des choses que je ne pense pas.
Tu m'as déjà vu faire ça. Elle marqua une pause, attendant que je la rassure ou que je lui pardonne. Comme je ne le faisais pas, elle continua, la voix de plus en plus désespérée. Je deviens folle sans toi. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrête pas de penser à mes erreurs. Ma mère n'arrête pas de me demander où tu es, et je ne sais pas quoi lui dire, car je ne peux pas lui expliquer comment j'ai pu faire du mal à la meilleure chose qui me soit arrivée. Les larmes commençaient à lui monter aux yeux. Parfaitement au bon moment. S'il te plaît, ma puce, donne-moi une chance de réparer ça. On peut aller voir un thérapeute. On peut surmonter ça. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je t'aime tellement. Beaucoup, et je sais que tu m'aimes aussi. Malgré tout, la performance était impeccable. Si je n'avais pas été plus futé, si je n'avais pas vu ces captures d'écran, je l'aurais peut-être cru. La lèvre tremblante, la façon dont sa voix a craqué, je t'aime. Même la larme qui a coulé sur sa joue pile à l'heure. Elle avait probablement répété tout ce discours devant son miroir. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures d'écran que Jonah m'avait envoyées et les fait glisser sur la table sans dire un mot. Elle a baissé les yeux vers l'écran et j'ai vu son visage passer par environ 5 émotions différentes en l'espace de 2 secondes. La confusion alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait, la reconnaissance lorsqu'elle a compris de quoi il s'agissait, la panique lorsqu'elle a compris les implications, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si elle en avait assez de faire semblant d'être désolée. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, mais sa voix avait déjà perdu ce ton doux et vulnérable. Elle savait exactement ce que c'était. « Ton plan ?» ai-je simplement dit. Tout du début à la fin. Elle a fixé le téléphone pendant un long moment, à parcourir les captures d'écran, les doigts tremblants. Je la voyais lire ses propres mots, se remémorer les conversations, essayant probablement de déterminer laquelle de ses amis l'avait trahi. Lorsqu'elle releva les yeux vers moi, le masque était complètement tombé. Plus de larmes, plus de jeux de victime innocente, juste de froids calculs qui me fixaient. « Rowan, je peux t'expliquer. » Non, l'interrompis-je en me levant de table. Tu ne peux pas, car aucune explication ne justifie tout ça. Tu as tout planifié. Tu étais assis dans notre cuisine, dans notre lit, à réfléchir à comment me détruire, et tu as exécuté le coup à la perfection. Je voyais les autres clients commencer à nous regarder, mais je m'en fichais complètement. Je ne suis pas là pour des excuses, une conclusion ou tout autre que tu veux me vendre. Je voulais juste que tu saches que je sais que ton petit jeu a fonctionné exactement comme tu le voulais, à une exception près. Quoi ? Murmura-t-elle. Tu pensais que je reviendrais en rampant. Tu pensais que je serais si brisé et désespéré. Que je te reprendrais, quoi que tu me fasses. Mais devine quoi, Sienna ? Je ne suis plus ce type. Et je ne suis définitivement plus ton homme. J'ai déposé un billet de $5 sur la table pour mon café intact et je me suis dirigé vers la porte. Ramer et attendre. Je ne me suis pas retourné. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir l'émotion qu'elle exprimait maintenant. Je suis juste sorti de ce café et de sa vie, la laissant seule avec les preuves de sa trahison. Exactement comme elle m'avait quitté. Sortir de ce café, c'était comme la scène finale d'un film. Dramatique, satisfaisant, complet. J'avais dit ce que j'avais à dire, asséné mon coup de grâce et laissé Sienna assise là avec les débris de ses mensonges. Pendant environ 48 heures, j'ai eu l'impression d'avoir gagné quelque chose, d'avoir récupéré une part de moi-même qu'elle m'avait volée. Mais ensuite, l'adrénaline s'est dissipée et je suis redevenu un homme dont le mariage avait implosé de la manière la plus publique possible. La confrontation avait donné, j'ai tourné la page, certes, mais ça n'a pas réglé comme par magie le fait que je dormais encore sur le canapé de ma meilleure amie, que j'étais encore en train de gérer les conséquences de mon mariage avec un sociopathe, et que j'essayais encore de comprendre qui j'étais censé être maintenant. C'est alors que mon téléphone a vibré, avec un message de quelqu'un que je n'attendais absolument pas. Dis donc, ça peut paraître bizarre, mais j'ai entendu parler de ce qui s'est passé entre toi et Sienna. Je m'appelle Adriel. Je sors avec Marcus depuis son bureau. Ça te dirait de prendre un café un de ces jours ? Je pense qu'on pourrait avoir des choses à se dire. Adriel, je me souvenais vaguement de son nom, vu quelques événements professionnels auxquels Sienna m'avait entraîné. Une grande métisse aux boucles naturelles et aux rires sincères. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up technologique et sortait avec Marcus, le type du service comptabilité de Sienna,
qui portait toujours des nœuds papillons et parlait de bière artisanale comme si c'était du grand article. Mon premier réflexe a été d'ignorer le message. Je venais de couper les ponts avec mon ex-femme. Avais-je vraiment besoin de m'impliquer? Quel drame professionnel Sienna avait-elle déclenché? Mais la façon dont Adriel avait formulé les choses a piqué ma curiosité. On aurait peut-être des choses à se dire. Ça ressemblait moins à des ragots qu'à des informations concrètes que j'avais besoin d'entendre. De plus, je devenais folle chez Lucas. Entre la salle de sport, la thérapie et ma formation de certification, j'avais une routine, mais je vivais toujours dans une étrange bulle d'isolement. Peut-être que parler à quelqu'un qui avait été témoin de Sienna de l'extérieur m'aiderait à y voir plus clair. Alors, j'ai répondu, bien sûr, tu travailles demain après-midi. On s'est retrouvé au Grain Coffee, ce petit endroit indépendant du quartier des Arts, toujours bondé de freelance et d'étudiants. Adriel était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table dans un coin, 2 tasses fumantes devant elle. Elle m'a servi un café noir sans demander. Soit un coup de chance, soit elle avait fait ses devoirs. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit tandis que je m'asseyais. Je n'étais pas sûr que tu aies envie de parler à quelqu'un de ton entourage. À toute cette situation. Honnêtement, j'ai failli ne pas répondre, je l'ai admis, mais la curiosité a pris le dessus. Elle a ri, et c'était le même rire sincère dont je me souvenais lors de ces fêtes de bureau. D'accord. J'aurais probablement fait pareil si une personne inconnue m'avait contacté après l'explosion de ma vie. Parler à Adriel était immédiatement rassurant. Pas de bavardage gênant, pas de tergiversation. Elle a foncé. Alors Marcus m'a raconté ce qui s'était vraiment passé, a-t-elle dit en serrant sa tasse de café dans ses mains. À propos du chat de groupe, de l'organisation, de tout. Je voulais que tu saches que tout le monde n'a pas cru au rôle de victime de Sienna. Ça m'a pris au dépourvu. Marcus était au courant pour le chat de groupe. Pas à l'époque, mais après ta petite altercation au café, qui, soit dit en passant, était apparemment légendaire, Sienna est arrivée au travail le lendemain, complètement dérangée. Elle a commencé à raconter à qui voulait l'entendre que tu lui avais tendu une embuscade avec de fausses captures d'écran et que tu lui avais fait une scène en public. Adriel a secoué la tête, l'air dégoûté. Marcus n'y a pas cru pour un sou. Deuxièmement. Il l'avait observée travailler au bureau pendant 2 ans, avait vu comment elle manipulait les situations pour se mettre en valeur. Alors, il a commencé à se renseigner et Jonah a fini par tout raconter. Seigneur, combien de gens le savent? Plus qu'on ne le pense. Il s'avère que Sienna n'était pas aussi subtile qu'elle le pensait. Les gens avaient remarqué des choses, comment elle parlait de vous, comment elle agissait en votre absence. Le TikTok n'était que la preuve ultime. Tout le monde avait besoin de voir ce qui se passait vraiment. Nous avons discuté pendant 2 heures, et c'était la première fois depuis le début de ce cauchemar que j'avais l'impression que quelqu'un comprenait vraiment ce que j'avais vécu. Adriel avait ses propres histoires sur le comportement manipulateur de Sienna au travail. Comment elle jetait des collègues sous un bus pour se mettre en valeur, comment elle répandait des ragots puis jouait l'innocente quand ça déclenchait le drame. Elle a essayé de faire virer Marcus l'année dernière. Adriel me l'a dit en ajoutant du sucre dans sa 2e tasse de café. Ils ont dit à leur patron qu'ils volaient des informations clients pour les vendre à des concurrents. Complété et évidemment. Mais Marcus a mis des semaines à laver son nom. Pourquoi? Ai-je demandé. Que lui a bien pu faire Marcus? Il a été promu à un poste qu'elle convoitait. C'est tout. Dans le monde de Sienna, si on a quelque chose qu'elle désire, on devient un ennemi à éliminer. Plus on parlait, plus je réalisais la chance que j'avais d'être sorti de ce mariage. Sienna n'avait pas seulement été une mauvaise épouse. C'était une personne véritablement toxique, le genre de personne qui semait la destruction partout où elle allait. J'étais tellement concentré sur ce qui n'allait pas chez moi, sur ce que j'avais fait pour mériter son traitement, que je n'avais jamais envisagé la possibilité que le problème soit entièrement le sien. Puis-je te demander quelque chose, demanda Adriel alors qu'on s'apprêtait à partir. Quand tu as découvert le groupe de discussion, étais-tu plus blessé ou plus en colère? J'y ai réfléchi un instant. En colère, sans aucun doute. La douleur était déjà présente dans la vidéo, mais découvrir que c'était prémédité. Ça m'a mise en colère. Bien, dit-elle en se levant et en attrapant sa veste. Blessé, ça veut dire tu te souciais encore de son opinion. La colère signifie que tu sais que tu méritais mieux. On a échangé nos numéros et prévu de se revoir la semaine suivante.
Rien de romantique. On était tous les deux clairs là-dessus. Mais ça faisait du bien d'avoir quelqu'un à mes côtés qui comprenait la situation sans que j'aie à lui expliquer tous les détails. En rentrant chez Lucas, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pendant des semaines, j'avais ce sentiment de honte, comme si j'étais en quelque sorte responsable de ce qui était arrivé à mon mariage. Comme si j'avais été un meilleur mari, plus beau, plus prospère, plus... Sienna n'aurait pas ressenti le besoin de m'humilier. Mais parler à Adriel m'avait aidé à voir la vérité. Ça n'a jamais été à cause de moi. Sienna était une narcissique qui m'avait utilisé comme une cible facile pour ses propres insécurités et manipulations. Elle aurait fait ça à quiconque s'était mis en travers de ses désirs. C'est juste que j'étais le pauvre type qui l'avait épousée. Ce soir-là, j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai écrit quelque chose qui me trottait dans la tête depuis des jours. Parfois, la trahison est le début, pas la fin. J'avais l'impression d'avoir écrit la chose la plus vraie depuis des mois. La trahison de Sienna n'avait pas mis fin à ma vie. Elle en avait commencé une nouvelle, une meilleure. Une vie où je n'avais pas à me réduire aux attentes des autres. Où je pouvais être fier de qui j'étais au lieu de constamment m'excuser d'exister. Pour la première fois depuis le début de tout ça, j'étais vraiment enthousiaste pour mon avenir. Et j'avais le sentiment qu'Adriel allait jouer un rôle important dans la définition de ce futur. 40 jours. C'est le temps écoulé depuis le TikTok qui m'a brisé. Et je suis assise sur mon nouveau balcon, à regarder le soleil se lever sur une ville qui semble complètement différente de ce qu'elle était il y a 6 semaines. Les mêmes bâtiments, les mêmes rues, les mêmes cafés à chaque coin de rue, mais tout semble plus lumineux, d'une certaine manière. Comme si quelqu'un avait ajusté le contraste de ma vie entière. J'ai quitté Lucas et Mina il y a 2 semaines. Ne vous méprenez pas, ils étaient géniaux. Probablement sauvés. J'ai perdu la raison pendant ces premières semaines, où j'étais presque une coquille vide. Mais il arrive un moment où il faut arrêter de se cacher et recommencer à vivre. Et ce moment-là, j'ai réalisé que je passais plus de temps à m'inquiéter d'être un fardeau qu'à guérir. Mon nouvel appartement n'a rien d'extraordinaire. 2 pièces dans un ancien entrepôt, à une vingtaine de minutes du centre-ville. Murs en briques apparentes, parquet qui craque sous les pas, et fenêtres qui laissent entrer tellement de lumière que je n'ai pas besoin d'allumer une lampe avant le soir. C'est le premier endroit qui m'appartient entièrement, décoré avec mes affaires, agencé comme je le souhaite. Aucun compromis ni négociation requis. Le plus beau, c'est le balcon. Il est à peine assez grand pour une chaise et une petite table, mais il est orienté à l'est, ce qui me permet de profiter du lever du soleil tous les matins. J'ai commencé à boire mon café dehors, assis au calme, à regarder le monde s'éveiller. C'est devenu un rituel qui me ressource, me rappelle que j'ai survécu à une autre nuit, et que je suis toujours là, que je respire encore, que j'avance. Sienna ne sait même pas où j'habite. Elle ne sait probablement même pas que j'ai déménagé, et c'est exactement ce que je souhaite. Je l'ai bloquée sur toutes les plateformes imaginables, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn et même 20 mots, car je savais qu'elle essaierait d'utiliser les demandes de paiement pour me contacter. Mon numéro de téléphone a toujours changé. Ma présence sur les réseaux sociaux a été entièrement repensée. Et j'ai clairement fait comprendre à tous ceux qui m'entourent que partager des informations me concernant avec elle est une limite stricte que je ne tolérerai pas. Ça peut paraître extrême, mais c'est nécessaire, car en vérité, Sienna n'a pas fini d'essayer de contrôler le récit. Aujourd'hui encore, 40 jours plus tard, elle publie des messages énigmatiques sur Internet à propos de relations toxiques et d'apprendre à s'aimer après avoir subi des violences psychologiques. La semaine dernière, elle a partagé une citation sur la survie aux partenaires narcissiques qui m'a fait tellement rire que j'ai failli m'étouffer avec mon shake protéiné. La projection est irréelle. Mais j'imagine que quand on est un maître manipulateur, admettre ses erreurs est une erreur. Vous êtes le problème n'est pas vraiment une option. Plus facile de retourner le script et de vous peindre comme victime du comportement même que vous avez passé des mois à orchestrer. Je connais ces messages parce qu'Adriel me tient au courant. Nous sommes devenus de véritables amis au cours du dernier mois. Le genre d'amitié qui se développe lorsque vous vouliez sur la survie de la même personne toxique. Elle capturera les dernières tentatives de Sienna d'histoire révisionniste, et nous allons envoyer des SMS à quel point tout cela est délirant. C'est thérapeutique, en fait, avoir quelqu'un qui voit à travers le aussi clairement que moi. Marcus a finalement quitté son emploi la semaine dernière après que Sienna ait essayé de le faire écrire pour avoir créé un environnement de travail hostile. Apparemment,
elle a affirmé qu'il répandait des rumeurs sur sa vie personnelle et la mettait mal à l'aise. L'ironie serait hilarante si elle n'était pas si prévisible. Sienna classique. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un, vous essayez de le détruire. Mais voici la chose qui se soufflerait probablement. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas assis autour de la vengeance ou de l'espoir du karma la rattrape. Je suis juste libre. Gratuit d'une manière que je ne savais même pas que je n'étais pas avant. Mon nouvel emploi commence lundi. Développeur de logiciels senior dans une start-up fintech au centre-ville. 30% de salaire d'augmentation de mon ancien poste. Et il paie pour que je termine ma certification. Le processus d'entrevue était intense. 3 tours, défi technique, les 9 yards entiers, mais je l'ai écrasé. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment informé que vos ambitions sont inutiles, vous pouvez réellement des trucs assez cool. Je suis allé religieusement au gymnase, et la transformation n'est pas seulement physique. Ouais, je suis dans la meilleure forme de ma vie. Mais plus important encore, je me sens à nouveau fort. Pas seulement en termes de muscles, mais mentalement comme si je pouvais gérer tout ce qui m'a été lancé parce que j'ai déjà survécu à la pire chose que je puisse imaginer. Le docteur Annika et moi avons une autre dernière session hier. Non pas parce que je suis guéri ou quelque chose de dramatique comme ça, mais parce que j'ai atteint le point où je ne survis pas seulement, je suis en train de prospérer. Elle a dit quelque chose qui a marqué avec moi. Recensé être. Cela a frappé fort parce que c'est tellement vrai. Depuis 3 ans, je vivais ma vie selon le script de Sienna. Habillée comment elle voulait que je m'habille. Socialisation quand et comment elle a approuvé. Poursuivant des objectifs qui ne menaçaient pas son ego, me rétrécissant pour s'intégrer dans sa vision de ce que devrait être un mari. Je me suis convaincu que c'était un compromis, mais vraiment c'était juste un gomme au ralenti. Les cours de guitare étaient la suggestion d'Adrielle. Vous avez besoin de quelque chose qui est purement pour vous, a-t-elle dit. Quelque chose qui n'a rien à voir avec votre passé ou votre carrière ou quoi que ce soit pratique, juste quelque chose qui vous rend heureux. J'étais sceptique au début, 32 ans, je me sentais un peu vieux pour prendre un nouvel instrument. Mais mon professeur, ce mec nommé Jack, qui est couvert de tatouages et joue dans 3 groupes différents, a clairement indiqué que la musique n'a pas de date d'expiration. Mec, j'ai des étudiants dans leur Metallica d'apprentissage des années 70. Tu es fondamentalement un bébé. 3 semaines et je peux jouer 4 chansons mal mais de manière reconnaissable. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à apprendre quelque chose de complètement nouveau à la sucer et à devenir progressivement moins terrible grâce à une pure persistance. De plus, il est assez fort pour noyer toute pensée persistante sur mon ex-femme, ce qui est honnêtement un bonus. Hier soir, Sienna a posté un TikTok qu'Adrielle m'a immédiatement envoyé. Même musique de piano triste qu'elle utilise toujours quand elle veut de la sympathie. Même éclairage doux qui la rend vulnérable et éthérée. La légende disait, vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce qu'il soit parti. M'en manquait ma personne broken heart dièse heartbreak dièse second chance dièse lost love. Je l'ai regardé une fois, je ne ressentais absolument rien et j'ai supprimé le fil de message. C'est à ce moment que je savais que j'étais vraiment libre. Lorsque ces tentatives de manipulation ressemblaient à un bruit de fond au lieu de la guerre émotionnelle. J'ai préparé mon café ce matin de la même manière que je l'ai depuis 2 semaines. Presse française, grains éthiopiens de la rôtie dans la rue. Pas de sucre parce que j'essaie d'acheter la saveur réelle au lieu de le masquer. Masculine pour son esthétique, elle regardait la ville s'animer. Mon téléphone a vibré,